bonjour à tous de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode des webinaires du CRECEB, dédié aujourd'hui au projet IRISE qui est porté par l'Université de Rennes. Donc, nous souhaitions présenter ce projet dans le cadre des webinaires du CRECEB parce que IRISE ambitionne, et les intervenants vont le détailler dans ce webinaire, de promouvoir une recherche interdisciplinaire et co-construite sur le territoire breton au service de la transition environnementale. Et ça, c'est complètement en phase avec les orientations et les travaux qui sont menés par le CRECEB depuis plusieurs années maintenant. Et c'est aussi pour ça que le CRECEB est membre d'un des axes du projet IRISE. Nous l'évoquerons plus tard. Donc, avec nous aujourd'hui, et je les en remercie beaucoup, 4 intervenants qui vont nous proposer donc un webinaire en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, Véronique Van Tilburg, qui est professeure à l'UMR ESO de l'Université de Rennes 2, et Jean-Renaud Dedrozy, qui est vice-président recherche à l'ENS de Rennes, tous deux coordinateurs aussi du projet IRISE, vont présenter le projet et la manière dont ce projet s'articule autour de 3 axes d'action au service des transitions environnementales sur le territoire. Ils feront ensuite un petit focus sur le premier appel à projet recherche interdisciplinaire et co-construite d'IRISE, et nous aurons une présentation des 3 projets lauréats de cet appel au projet par les porteurs de projet, à savoir Jean-Pierre Le Bourris, chercheur CNRS et qui est porteur du projet lauréat PhilHave, Jean-Renaud Dedrozy pour le projet Animwater, et enfin Solène Crossi pour le projet Bio3 Diversity. Enfin, nous finirons tout cela avec une présentation un peu plus spécifique de l'axe 1 qui concerne le hub pour les sciences participatives. Voilà, donc pour rappel, ce webinaire est enregistré. Des temps d'échange vous seront proposés avec les intervenants à l'issue de chacune des séquences de présentation, donc n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Et je laisse donc la parole à Véronique et à Jean-Renaud pour la présentation du projet. Bien, bonjour. Donc c'est moi qui vais Véronique Bantilberg, donc qui vais présenter le projet. Laura, tu peux, voilà. Des grandes généralités pour commencer. IRISE, ça veut dire recherche interdisciplinaire et solutions innovantes pour la transition environnementale, mais en anglais. Donc c'est un projet multipartenarial. Donc on a énormément d'établissements d'enseignement supérieur, mais pas seulement, qui font partie de ce projet. Il y a aussi des collectivités territoriales, etc. Donc, ce projet a été financé par un appel à projet faisant partie du PIA, donc du plan investissement à venir France 2030, le programme qui s'appelait Excellence sous toutes ses formes. Donc, nous avons reçu de l'Agence nationale de la recherche, de l'État, 21 millions d'euros sur 10 ans, donc pour mettre en œuvre ce programme qui vise à faire de la métropole rennaise et de la région Bretagne, donc le laboratoire européen pour la transition environnementale. Alors, ce projet se décline autour de 5 objectifs. Il y a des objectifs scientifiques et d'autres objectifs plus de formation. Donc, en objectif scientifique, l'objectif, c'est de surmonter les frontières disciplinaires. C'est vraiment l'idée, c'est de faire des programmes de recherche interdisciplinaires dans une démarche, dans une recherche expérimentale. Donc, je développe pas ça parce que Jean-Renaud le fera tout à l'heure. Il s'agit aussi de renforcer à travers ce programme l'attractivité à l'international de la recherche rennaise autour de l'environnement. L'autre objectif, c'est de rapprocher les sciences et le grand public. C'est au-delà de la dimension interdisciplinaire. Ce programme a vraiment pour objet de développer les sciences participatives, donc de faire des sciences avec et pour la société. Ce projet a aussi une ambition de formation. Donc, l'objectif, c'est de former des nouvelles générations capables de concevoir et d'accompagner la transition environnementale. Enfin, le dernier objectif, c'est d'aider à repenser la réglementation, les enjeux d'égalité sociale et les gouvernances des politiques publiques autour de la question environnementale. Alors, le projet, il est focalisé sur 5 thématiques que vous voyez sur la gauche de l'écran, les ressources environnementales, donc au sol, biodiversité, la production soutenable en agroécologie, écomatériaux, la santé humaine et non humaine, le numérique, en particulier la science des données, et la société, donc tout ce qui est économie, sciences sociales, politique publique.
Alors, l'objectif des programmes de recherche interdisciplinaires et co-construits, c'est de mobiliser deux ou trois de ces grands domaines dans chaque projet de recherche. Et ces projets de recherche se font à l'interface, se font en mobilisant des citoyens, des associations, des institutions gouvernales et environnementales, voilà, des industries vertes et des partenaires internationaux. Donc, c'est un petit peu toutes les grandes entités que l'on ambitionne de mobiliser dans dans chacune des actions. Alors, l'ambition de ce programme, c'est de se dérouler sur 10 ans, donc avec l'idée d'accélérer les transformations socio-environnementales nécessaires à un monde plus juste, sûr et soutenable, et pour répondre en particulier à toutes les contraintes climatiques qui arrivent, et pas seulement celles-ci. Donc, l'objectif, c'est d'expérimenter des solutions innovantes, mais surtout participatives, sur le territoire breton. Alors, on a divisé le programme en 3 phases. Donc, la première phase, on est en plein dans cette phase-là actuellement, c'est le lancement et l'expérimentation. La deuxième phase, on sera sorti de la mise en route, donc on sera dans une période d'expansion de cette démarche. Et puis, la troisième phase qui nous conduira en 2031, c'est de disséminer, c'est-à-dire d'essayer de féconder en quelque sorte, les dynamiques du territoire breton autour de l'essentiel de ce qu'on aura pu mettre en œuvre au cours des 2 premières phases. Alors, donc le programme IRISE est organisé en 3 axes. Un axe en 3 axes d'action, un axe donc hub pour les sciences participatives, un axe 2 qui est les recherches interdisciplinaires et co-construites, et l'axe 3 qui sont la transformation des formations. Donc l'axe 1, je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus parce que je le présenterai tout à l'heure plus en détail, mais il y a, disons, 2 grands axes, c'est promouvoir les processus de co-construction et entre les chercheurs et la société civile, et favoriser l'initiative pour une médiation innovante. Le deuxième axe, c'est Jean Rénal va vous en parler tout de suite, c'est de favoriser les recherches interdisciplinaires et d'implémenter des chaires internationales. Et le troisième axe, on en parlera moins aujourd'hui parce que c'est pas au cœur de nos compétences, c'est sur c'est pas au cœur des demandes, c'est sur les transformations des formations universitaires. Donc, et je crois que la dernière diapo de cette présentation d'IRISE, c'est juste pour vous montrer l'ensemble des partenaires qui participent donc à IRISE. Donc, voilà, qui sont aussi bien des organismes de recherche, donc des collectivités territoriales, et des universités. Voilà, donc je m'arrête ici et donc je passe la parole à mon collègue, donc Jean Rénal. Merci Véronique. Bonjour à toutes et tous ou rebonjour. Je vais vous parler un instant de cet appel d'offres sur les recherches co-construites et interdisciplinaires. Au-delà de ces 2 termes, co-construction et interdisciplinarité, la cible, l'objectif de ces projets, de même que le programme IRIS, c'est la transformation. C'est la transition environnementale et c'est notre contribution, à la fois universitaire, partenaire, à cette transformation. L'interdisciplinarité, on le sait, c'est pas quelque chose qui est facile et c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est parce que c'est nécessaire pour cette transformation qu'on a souhaité financer ces projets et qu'une part importante du budget d'IRIS, vous voyez, 21 millions, l'enveloppe globale qui sera réservée pour les projets, c'est de l'ordre de 7 millions, c'est une part importante, puisse être axée vers cette dynamique de transformation. Il y aura 3 à 4 appels à projets sur la durée d'IRIS, un tous les 2 ans. C'est un point important, c'est un point déterminant parce que ce que l'on vous présente ici, c'est une dynamique. On va vous présenter 3 projets lauréats. Il y a d'autres projets qui vont potentiellement partir l'année prochaine et il y aura d'autres projets en construction.
Ces projets en construction vont continuer à mobiliser les acteurs académiques et vont continuer à vous mobiliser aussi les partenaires, l'ensemble des partenaires qui est intéressé par ces questions de transition environnementale. C'est un appel ouvert sur tous les domaines d'IRIS. Véronique en a parlé tout à l'heure, les 5 domaines. Un financement qui est essentiellement ciblé sur les doctorants et les postdoctorants, des consortiums d'environ 5 à 15 scientifiques et une mobilisation de cofinancement chaque fois que c'est possible et nécessaire. C'est clair qu'avec des budgets de 150 000 euros, ce qui est pour l'instant à la limite d'un projet, il n'est pas possible nécessairement d'adresser toutes les questions. Passer à la diapositive suivante. Notre critère d'évaluation, l'excellence scientifique, c'est classique. L'interdisciplinarité, la co-construction partenariale, ça ce sont des critères qui sont beaucoup moins classiques, qui sont moins développés dans nos communautés. Le programme IRIS, il est aussi destiné à faire évoluer une partie de nos recherches côté académique. Nos recherches, elles vont rester disciplinaires pour l'essentiel d'entre elles, et c'est très bien. Et heureusement que nos recherches restent essentiellement disciplinaires, parce que c'est là que se trouvent nos compétences les plus fondamentales. Une partie de nos recherches, elles ont besoin d'être interdisciplinaires, et c'est ce que l'on souhaite continuer à favoriser dans ce programme. Et puis, 2 autres critères sur la faisabilité et l'innovation sont classiques. Passer à la suivante. Le comité qui a été chargé pour le programme IRIS de l'évaluation, c'est celui-ci, avec aussi une grande mobilisation d'experts externes. Vous voyez, sur les 20 et quelques projets qui ont été déposés, on a mobilisé environ 260 évaluateurs, dont une partie d'évaluateurs étrangers. Donc, c'est à la fois une évaluation qui est basée sur une objectivation classique et également par une analyse en interne que l'on a réalisée dans ce groupe de travail. On va passer à la suivante. In fine, sur les 23 ou 24 propositions qui ont été soumises, et on est heureux que sur des délais brefs, parce qu'on a lancé cet appel à projet au printemps, à la fin du printemps de l'année dernière, et les réponses étaient pour début octobre. On a eu un nombre significatif de propositions qui couvraient très largement les domaines, avec 3 propositions qui sont financées là pour cette année, vous allez les voir, 5 propositions qui ont besoin d'être consolidées et qui seront accompagnées, et Véronique en parlera tout à l'heure, sur l'accompagnement des propositions. C'est aussi ça qui fait l'originalité du projet. On souhaite que toutes les propositions qui sont dans cette dynamique-là, qui respectent ces critères d'excellence scientifique, mais qui ne sont pas forcément accomplis, parce que ça a besoin, notamment pour certaines, d'une construction plus avancée avec la société, qu'on puisse accompagner ces propositions vers un financement. Et ces financements, ces propositions, elles vont vivre avant d'être financées, pendant qu'elles sont financées, et ce qui nous semble d'autant plus déterminant après. C'est bien une préfiguration, c'est bien un amorçage, c'est bien une continuité qu'on souhaite assurer. Et voilà, dernière diapositive sur laquelle je vais passer rapidement, très classiquement, autant sur les contextes, sur les critères d'excellence scientifique, on a des évaluations qui sont assez classiques, autant que sur la question du partenariat, la question de la transformation, ce sont des points qu'on a besoin de continuer à investiguer, de continuer à renforcer, et c'est ce qu'on souhaite continuer à faire avec vous, qui participez et qui n'êtes pas du milieu académique, et avec vous, bien sûr, collègues du côté universitaire. Je m'arrête là-dessus pour passer la parole aux porteurs de projets, aux 3 projets, avec le premier projet qui est le projet de Jean-Pierre, piloté par Jean-Pierre Le Bourris, Filave. Jean-Pierre. Merci, Reynald. Donc, je vais présenter rapidement le projet Filab, donc, qui vaut pour Fabrique d'information publique locale sur les algues vertes en période de transition agricole.
Je remercie évidemment le IRICE d'avoir soutenu cette recherche et le CRECEB d'en faire la première présentation publique. Je vais peut-être passer directement à la première planche. Voilà. Alors, le projet, donc globalement, hein, l'objectif scientifique visé dans le projet est de comprendre le poids de l'information et de la désinformation dans les trajectoires et l'acceptation sociale des transitions, donc en se basant sur le cas plus spécifique des algues vertes. Donc, ça veut dire que Philave aborde la question des transitions, hein, qui est au centre de ce programme, par l'examen de ces enjeux démocratiques et donc par un questionnement sur les conditions sociales et politiques de l'avènement de ces transitions, qui, on le sait, alors je n'étonnerai personne, hein, ne vont pas particulièrement de soi, elles peuvent être source de conflits, enfin, au moins de débats liés aux redistributions qu'elles opèrent, des ressources, des contraintes, des risques également. Et alors, dans ce contexte qui est toujours potentiellement controversé, pas nécessairement, mais souvent, l'information qui est au centre de notre projet reste un élément clé de la conduite de ces débats démocratiques, dans la structuration de l'espace public, évidemment, mais aussi dans la construction d'un socle partagé de connaissances, de faits, alors ce qu'on appelle les bases du débat. Et dans le cas des transitions qu'on a évoquées, alors très généralement, mais évidemment pour la transition agricole, écologique, c'est encore plus vrai, il y a un risque qui n'est pas que théorique de polarisation des positions et donc de mise en place et de maintien de ce qu'on peut appeler des bulles informationnelles qui rendent évidemment difficile l'échange démocratique sur les problèmes et aussi la prise de décision collective sur les solutions. Donc le programme Philave, dans ce cadre-là, a pour objectif de comprendre ces processus et donc d'analyser la fabrication et la circulation de l'information locale sur les algues vertes en Bretagne. Donc on a un territoire très défini sur la longue durée, donc depuis les années 70. Et donc l'idée, évidemment, est de mieux comprendre les processus d'information en situation de controverse et de contribuer à restaurer un débat public qui soit plus éclairé avec la possibilité d'être ouvert à des perspectives d'acteurs diverses, évidemment, mais aussi à des récits qui intègrent ces différents points de vue. Alors, plus rapidement, je vous laisse lire la planche pour les collaborations. Évidemment, c'est un projet interdisciplinaire de façon assez forte entre des sciences sociales, hein, sciences de la com, communication et des médias, sciences politiques, sociologie, mais aussi sociolinguistique. Également des sciences biophysiques de l'observation de l'environnement autour, évidemment, des algues, mais aussi des milieux, des sciences de la durabilité, et une partie sur ce qu'on appelle les humanités numériques, anthropologie sociale, mais aussi les études de performance pour la partie, on peut dire, échange, interaction avec les publics. Également des ateliers interdisciplinaires qui sont organisés. Les partenariats ne sont pas que, on va dire, interdisciplinaires, ils sont aussi avec la société. Là aussi, je vais aller très rapidement. On a donc 4 laboratoires qui sont associés, 2 centres d'expertise, le CEVA et le CRECEB, et des organisations qui assurent le relais ou l'interconnexion avec la société civile, des associations d'élus comme la PPCB sur les structures de gestion de l'eau en Bretagne, mais aussi un établissement public local de la baie de Douarnenez et l'association environnementaliste Eau et Rivières de Bretagne, avec l'idée que dans le fil du projet, on a aussi un certain nombre de partenariats à consolider avec la profession agricole, avec les professionnels des médias et un certain nombre d'acteurs de la vulgarisation scientifique. Prochaine planche, donc je rentre dans le vif du sujet. Donc le programme Philave est organisé autour de 3 grandes enquêtes hein, qui sont évidemment complètement qui se croisent et qui répondent en fait à des questions majeures qui sont, voilà, qui sont au centre du projet. Première grande question, quels sont les cadrages concurrents que l'on observe dans la circulation de l'information sur les algues vertes, avec l'idée qu'on va travailler à partir d'un corpus, évidemment, qu'il va falloir constituer, hein, basé sur une collecte des éléments de communication des différents groupes qui sont concernés en la matière, hein, profession agricole, producteurs scientifiques savants, associations de protection. S'interroger sur les conditions d'énonciation de ces corpus, hein, comment ils sont engendrés, aussi un corpus de presse et de communication institutionnelle, et délivrer une analyse sur ces corpus de la façon dont les arguments sont structurés, produits, etc. Deuxième grande question, quelle connaissance a-t-on et quel savoir peut-on produire des expériences des transformations des pratiques agricoles qui sont complètement liées avec le sujet,
Donc, dans ce cas-là, on est davantage encore dans une co-construction ou co-conception de la recherche, puisque ce sera basé sur un questionnaire qui sera élaboré dans un groupe de pairs scientifiques, agriculteurs, gestionnaires de l'eau, sur 2 territoires pilotes, baie de Douarnenez et puis un site sur le Sage-Vilaine, et avec évidemment une exploitation par une analyse, mais aussi des recherches en communication sur l'image auprès du grand public des agriculteurs, pour comprendre évidemment cette composante-là du problème de façon complètement intégrée avec l'ensemble des autres recherches. Donc, une partage et une mise en discussion des résultats, je passe là-dessus, mais dans les 3 types d'enquêtes, il y a aussi cette articulation forte qui est pensée avec les professions, avec les acteurs considérés, concernés par la question. Dernier point, quelle circulation et appropriation de l'information sur les marées vertes dans la culture populaire locale, l'idée étant de s'ancrer dans un territoire, en l'occurrence la baie de Douarnenez, pour voir justement les transferts d'informations qui existent entre le niveau régional et le niveau local, mais aussi travailler sur les archives très locales qui concernent les acteurs, les médias locaux, les agriculteurs, pour voir comment finalement ce problème, ce discours s'incarne dans les territoires, et avec l'idée là aussi, dans cette articulation avec les acteurs, de l'écriture d'une performance autour de l'histoire à la fois de la baie de Douarnenez et des algues vertes, pour, on va dire, incarner ce problème dans un lieu. Dernière planche, et j'arrive donc à la fin, de façon plus transversale, et c'est la partie, on va dire, la plus collaborative, participative de notre recherche, des activités transversales de diffusion et de restitution des résultats. Donc, très rapidement, je mettrai plutôt l'accent sur le fait qu'on va travailler, l'IUT de Lannion et dans le consortium, avec les étudiants et les étudiantes de l'IUT pour assurer des événements de médiation scientifique centrés sur le projet, mais aussi d'autres interventions dans les territoires. Et puis, plus classiquement, une série de restitutions de résultats sous forme de cycles de conférences grand public, mise à disposition des données et des événements plus scientifiques. Voilà. Donc, on reste dans une recherche qui est, donc, on disait, co-construite, mais aussi très, très ouverte. Et voilà, je vous laisse la parole pour des questions, puisqu'on peut commencer tout de suite à faire de la co-construction. Merci à vous. Merci Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je pense que Oui, l'ensemble des questions sera à la suite. ben, je ne sais pas s'il y a déjà des choses, parce que les projets sont quand même très différents. Peut-être s'il y a des choses spécifiquement sur ce projet-là, on peut prendre effectivement ces questions-là et puis après faire une séance de questions plus générale sur l'ensemble du projet à la fin. Donc, n'hésitez pas, là, je vois pas de questions spécifiques pour le moment sur le projet Filave. Si quelqu'un veut prendre la parole ou lever la main, n'hésitez pas. Et, bien, je vois personne et pas de main levée. Ok, bah écoutez, peut-être plus tard, ça réfléchit peut-être. Merci, merci Jean-Pierre pour cette présentation. Et du coup, bah, peut-être Jean-René, c'est ça qui reprend la parole pour Anime Water. Oui, merci. Le porteur du projet, Laurent Longueverne, nous a demandé de présenter. Il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, s'en excuse. Avec ce projet qui concerne la création de jumeaux numériques pour accompagner prospectif sur l'eau et sa gouvernance, l'eau à la fois ressource et milieu naturel, avec l'idée de pouvoir travailler entre sciences hydrologiques, sciences du numérique et sciences sociales dans un consortium qui mobilise nos établissements, CNRS, Université de Rennes, Université Rennes 2, et un partenariat avec la CEBR, Collectivité Eau du Bassin Rennais, Lorient Agglomération, Rennes Métropole, et également le CRECEB. Et vous voyez ce financement qui est demandé à Iris de 250 kilos euros pour un projet qui est beaucoup plus large, de l'ordre de 3 millions d'euros, et qui implique largement les partenaires sur cette question de la gestion des milieux et de la ressource. On va passer à la planche suivante. Avec ce triptyque dont j'ai commencé à parler, comment est-ce que les informations qu'on peut avoir sur le terrain, les observations, peuvent être intégrées dans une approche de modélisation prospective, une modélisation qui est destinée à donner des scénarios d'évolution de la ressource
et comment est-ce que ces modèles, hein, ces résultats, cette prospective, ces scénarios peuvent être transcrits pour un public très large dans l'objectif à la fois de rencontrer des questions, mais aussi de susciter des questions. Aussi d'avoir un feedback sur ce qu'est la ressource, sur la façon dont elle est perçue, la façon dont les milieux évoluent. Et c'est bien ça l'intention du projet, c'est de pouvoir construire avec les acteurs ou du bassin rennais, Rennes Métropole, Lorient, l'Agence de l'eau, Seine-Normandie, vous les voyez à droite, une connaissance et une perspective commune sur l'évolution de la ressource. On sait bien que l'évolution de la ressource, c'est à la fois des dynamiques naturelles, mais c'est aussi beaucoup des comportements, beaucoup des rétroactions, des relations avec l'ensemble de nos activités côté société. Et c'est ça qu'on souhaite, c'est de pouvoir amener une transformation à partir, pas simplement du partage d'une connaissance, mais du partage de perspectives et de la co-construction de perspectives en commun. On va passer à la diapositive suivante. Avec l'idée que cette co-construction va se faire pour réconcilier des besoins, pour pouvoir aussi prendre en compte la dynamique du milieu naturel avec ses spécificités. Et c'est bien ça aussi notre intention, de pouvoir prendre en compte un territoire tel qu'il est. Tous les territoires sont différents. Je repense à ce que Véronique disait au départ. On est bien dans l'idée de pouvoir créer des territoires d'expérimentation, pouvoir bénéficier de la dynamique régionale comme une dynamique d'un territoire en transition qui soit inspirant pour une ressource, mais aussi plus largement, à l'échelle une échelle qui dépasse bien largement notre région. Et donc, il y a une nécessaire adaptation de chacun des modèles qui est réalisé, de même qu'il y a besoin d'une relation, d'un échange avec l'ensemble des partenaires dans chacun des contextes. Il s'agit bien d'articuler cette partie locale et cette partie globale, de simplifier l'accès à la connaissance et puis rendre concret cette capacité à mobiliser des disciplines différentes, numériques, hydrologiques, vis-à-vis d'un objectif commun. On va passer à la planche suivante. Avec ces territoires d'expérimentation, il y en aura 3 sur Rennes, qui concernent les sources d'alimentation de la métropole et plus largement, sur Lorient, et ça, ce sont des questions de partage de l'eau entre besoins et préservation des écosystèmes, et en Normandie, sur des questions d'inondation côtière par remontée de niveau de nappe. Ces 3 problématiques, elles ont l'intérêt de partager des processus communs tout en mobilisant des acteurs qui sont différents, éventuellement même des questions qui peuvent être très différentes les unes des autres. C'est aussi ce qu'on souhaite faire, c'est dans la diversité de ces cas, pouvoir aborder une certaine généralité des relations qu'on peut avoir, de la perception des ressources et des risques. Je vais passer à la dernière diapositive sur les questions que ça soulève, qui sont listées de façon assez générale, sur l'exploitation des différentes formes de connaissances, et pas uniquement des connaissances scientifiques, académiques, et puis permettre à l'ensemble des parties prenantes de bénéficier de ces nouvelles capacités du monde numérique pour se projeter, pour scénariser. Transformer, donc traduire également la question des incertitudes scientifiques, et on aborde les questions de changement climatique qui sont naturellement facteurs d'incertitude. Comment est-ce qu'on arrive à les traduire de façon simple, accessible? Comment est-ce qu'on arrive à partager autour de ces questions d'incertitude? L'utilisation également de ces modèles pour discuter du partage, des règles de partage de la ressource et du besoin des milieux naturels de bénéficier également de cette ressource en eau. Et enfin, la facilitation de l'appropriation et de la diffusion des résultats auprès du public très large. Voilà pour la présentation de ce projet. Élodie, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup Jean-Reynald pour cette présentation. Donc, de la même manière, je fais un petit tour chez les participants. N'hésitez pas à poser des questions à la fois sur le fond, peut-être sur la forme de ces projets-là,
Justement, c'est cette manière de co-construire avec les partenaires, peut-être, ou des questions plus thématiques. Vous levez la main et vous n'hésitez pas à prendre la parole. Trop d'informations d'un coup, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour le moment, nous n'avons toujours pas de questions spécifiques. Je vous propose donc peut-être de finir avec le troisième donc, projet lauréat avec Solène Crocy. Et j'invite les participants à potentiellement mûrir des questions pour la fin de cette présentation. Merci. Solène. Merci. Bonjour. Voilà, moi je vais vous présenter un peu le projet Bio 3D Diversity qui traite en fait des paysages en 3D et de la biodiversité et en particulier d'évaluer, enfin l'objectif est d'évaluer l'apport du lidar dans la modélisation de la trame verte urbaine, une trame verte fonctionnelle. Donc déjà, on est très content d'avoir été financé. Donc on tenait à remercier aussi le programme IRISE. Donc on est très content parce que ça va nous permettre de vraiment pouvoir avancer sur cette thématique. Et en fait, vous allez voir, ça fait déjà un moment qu'on y pense. Donc en fait, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc nous, en fait, on va se positionner dans le contexte de la trame verte urbaine. Donc la trame verte urbaine, elle est mise en place suite aux travaux qui sont développés en écologie du paysage pour permettre le maintien des espèces en assurant ce qu'on appelle la connectivité au sein des paysages, c'est-à-dire en assurant les possibilités pour les espèces de se déplacer dans les paysages malgré les activités humaines qui vont fragmenter leur habitat. Donc, maintenir ces espèces, c'est important du point de vue de la conservation, mais aussi parce qu'on va permettre de maintenir les services écosystémiques qui sont associés à la présence de ces espèces et de leur fonction dans les écosystèmes. Et puis, cette trame verte, donc du coup, elle participe aussi, elle favorise la végétalisation des villes, et ça, c'est quand même un facteur très important au regard des températures plus élevées en ville qu'en extérieur. Donc en fait, la trame verte, elle apparaît un peu comme une solution basée sur la nature et parce qu'elle maintient un écosystème fonctionnel, elle contribue à la résilience des villes face aux changements environnementaux, climatiques, mais aussi de changements d'occupation du sol. Toujours est-il, c'est que pour que ça soit vraiment fonctionnel, il faut être en mesure de pouvoir aménager une trame verte qui soit, comment dire, qui serve vraiment pour que les espèces puissent à la fois se mouvoir, trouver de la ressource. Donc, il y a des méthodologies qui existent en écologie où on utilise de la cartographie en 2 dimensions pour pouvoir, avec des modèles qui existent, comment dire, essayer de modéliser spatialement quelles sont les voies de déplacement préférentielles des espèces. C'est basé sur la capacité des espèces à se déplacer en fonction de l'environnement qu'ils rencontrent. Donc, vous voyez, là, une cartographie en 2 dimensions. On peut imaginer qu'une espèce qui se déplacerait préférentiellement dans des végétations plutôt hautes, eh bien là, en vert foncé, on a les arbres. Et donc, on se dit, bah voilà, on peut modéliser en violet, par exemple, un corridor écologique. Il pourrait être ici. Le problème en ville, c'est qu'en fait, on va avoir sous cette canopée, donc je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît, on va avoir sous cette canopée un tas soit de la végétation, soit au contraire, et c'est vraiment souvent le cas en ville, de la végétation qui est très rase, voire même du sol nu. Et donc, quand on a ce type de sol en fait en dessous de la canopée, finalement, ça peut ne pas être du tout pertinent pour la modélisation, enfin pour le déplacement de certains organismes. Donc, du coup, on a un manque ici, enfin, cette information sur la verticalité de la ville, elle ne peut pas être fournie par les cartographies en 2D. Et à l'heure actuelle, ce qui va en fait arriver avec le programme IGN LIDAR HD, c'est qu'on va avoir de la donnée LIDAR. Alors la donnée LIDAR, c'est sur la diapo suivante. C'est en fait des nuages de points qui permettent en fait d'avoir des informations sur la verticalité de la ville, notamment la végétation, mais aussi sur la structure interne de la végétation. Donc en fait, la donnée 3D LIDAR, elle peut potentiellement pallier les manques d'informations qui sont données par les cartographies 2D. Et donc tout l'objectif ici, c'est de savoir cette donnée 3D qui va être largement diffusée par l'IGN, on a la chance à Rennes de l'avoir sur l'ensemble de la ville. Donc, on voudrait commencer à travailler sur des méthodologies qui nous permettent de caractériser la végétation
avec ces nuages de points, donc en 3 dimensions, et de voir si vraiment ça nous permet de mieux modéliser ces notions cette connectivité dans le paysage, de façon à mieux spatialiser là où vraiment les animaux se déplacent pour faire une trame verte qui soit d'autant plus fonctionnelle. Donc sur la diapo suivante, donc ça va être l'objet du projet. Il va se composer, enfin, il va y avoir 2 work packages. Le premier, c'est un travail qui va être fait par un postdoc. Ce postdoc, en fait, va vraiment travailler sur les nuages de points, en fait, et sur la donnée en 3 dimensions. Et son boulot, ça va être de voir, en fait, déjà s'il y a des problèmes de calibration entre les différentes sources de données 3D, puisqu'on peut avoir des capteurs LiDAR aéroportés ou terrestres. Et il va aussi travailler sur des méthodes qui sont basées sur les méthodes en réseau de neurones pour pouvoir en fait caractériser véritablement la végétation, tant sa structure verticale que sa structure interne. Parce qu'en fait, sa structure interne peut aussi jouer sur la capacité des espèces à emprunter cette végétation pour se déplacer. Et ensuite, on va avoir une thèse qui va venir en complément de ce postdoc, qui va pouvoir utiliser en partie les développements proposés et mis en place par le postdoc pour caractériser les habitats des espèces. Donc, il y aura des modèles cibles, hein. On va travailler préférentiellement sur les oiseaux, mais on va aussi pouvoir avoir d'autres types de jeux de données sur la ville de Rennes. Et puis donc le thésard va en fait ensuite travailler sur ces notions de modélisation et comparer les modèles obtenus à partir de la 2D et de la 3D pour voir si effectivement il y a une plus-value à utiliser de la donnée en 3 dimensions. Alors ce projet-là, il a été construit avec 2 partenaires, à savoir Bretagne Vivante et la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes. Donc c'est sur la diapo suivante. Merci. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille avec ces partenaires sur des questions de trame verte, de biodiversité. Pour vous dire, en fait, les jeux de données qu'on va utiliser là, les premiers travaux qu'on a commencé à mettre en place pour essayer d'utiliser de la donnée 3D LiDAR, ça date de 2016. On était déjà en partenariat avec Bretagne Vivante. Et depuis, on a construit un atlas des oiseaux de la ville de Rennes en 2018-2019. C'est-à-dire qu'on a recensé des oiseaux partout dans la ville avec un maillage d'à peu près 255 points d'écoute. Et donc, c'était dans le but de proposer ce projet, de travailler avec les données LiDAR. Et la ville de Rennes, on travaille avec eux aussi depuis longtemps, en fait, notamment sur les données hérissons qu'on a suivies grâce à des GPS. On avait encore le soutien de la ville de Rennes sur ces problématiques-là. Donc, durant tout le projet, on va continuer sur notre lancée avec des interactions. Eux, ils vont être intéressés par les résultats du projet, mais ils vont aussi intervenir dans la mise en place du projet, puisqu'ils vont pouvoir nous dire s'il y a des sites particuliers d'intérêt sur lesquels ils voudraient qu'on travaille en particulier, justement sur ces notions d'aménagement des trames ou de caractérisation de la végétation. Voilà. Donc, la dernière diapo, je reviendrai juste sur le fait que c'est bien un projet qui est interdisciplinaire, à l'interface entre modélisation, informatique, écologie et géographie. C'est simple, le projet ne peut pas se faire s'il n'y a pas une de ces disciplines impliquées. Et du coup, c'est vraiment de l'interdisciplinarité qui est mise au service de 2 finalités. Une finalité en recherche qui va porter sur, d'une part, le développement de méthodologies de caractérisation de la végétation en 3D, mais aussi une évaluation de l'apport des données LiDAR pour caractériser et modéliser la trame verte en ville, et une finalité qui est véritablement appliquée avec comment est-ce que ça peut être utilisé pour véritablement pouvoir faire de l'aménagement d'une trame verte qui soit vraiment fonctionnelle. Alors tout ça se fera à Rennes, mais bien sûr, l'idée, c'est que ces méthodologies soient ensuite facilement applicables à d'autres types de villes, sachant qu'il y aura cette donnée IGN qui sera disponible normalement sur la France entière à partir de 2025. Voilà. Merci beaucoup, Solène. Je vois une main levée. Donc, Alexandre, je vous prie de prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je Bonjour. suis Alexandre, en doctorant en écologie du paysage, et je me demandais si le LIDAR intervenait principalement, comme vous l'avez expliqué, pour caractériser la structure verticale de la végétation, ou s'il allait aussi être employé pour caractériser finement le tissu urbain dans le cadre des modélisations. Alors, je ne vois pas trop la différence. En fait, on va l'utiliser à la fois pour avoir le paysage en 3D, donc pour avoir la structure verticale de la ville en général, parce qu'un bâtiment, selon sa hauteur, il peut ou pas être une barrière à la dispersion pour certains organismes. Et en particulier sur la végétation, on en extraira des données sur la hauteur, mais aussi sur la structure interne. C'est ça la question? Oui, c'était ça, c'était pour savoir par
Parfait, merci. D'accord. Alors, une autre question de Josette Lenné. Josette. Ah, tu n'as pas mis ton micro, Josette. Oui, pardon. Donc, Josette Launay du CRESEB, collègue d'Élodie. C'est pas vraiment une question, c'était juste pour témoigner par rapport, puisque nous, on est partenaire dans le projet FILAV, et c'était juste pour témoigner que l'approche qui est développée nous intéressait fortement en tant que structure en intermédiation entre scientifiques et territoires, d'autant plus que on a été chargé d'animer l'appui au plan de lutte algue verte là, de ces dernières années. Et finalement, les sciences qui étaient beaucoup sollicitées étaient plutôt les sciences naturelles, avec l'hydrologie, l'agronomie, malgré le fait que dans le groupe, il y avait des chercheurs de sciences sociales et humaines. Et là, cette approche-là, finalement, nous permet de prolonger cet appui qui est de plus en plus aussi... c'est des sujets qui sont de plus en plus quand même sollicités par les territoires, étant donné que bon, les situations sont parfois crispées ou comme le disait Jean-Pierre Le Bourris, euh, un peu, comment j'allais dire, en opposition, quoi, et que finalement mieux comprendre hein, l'information et comment circule l'information, et tout ça, on trouvait ça intéressant. Et donc, nous, sachant qu'on intervient surtout plutôt dans la- l'appui aux méthodes, et là, ce sera l'occasion de participer à la construction de l'enquête qui sera menée dans un des axes, et aussi après la diffusion, il va y avoir des territoires un peu pilotes, mais d'enquêter, mais aussi après de pouvoir le diffuser aux autres territoires à l'échelle régionale, notamment Algue Verte, mais peut-être aussi des territoires d'eau, quoi. Et voilà, c'était juste pour apporter notre témoignage par rapport à ça. Merci, Josette. Peut-être une autre question avant de passer à la suite. Moi, j'en avais une pour les trois porteurs de projets aussi. On voit que c'est des projets qui sont quand même lancés pour une durée d'au moins 3 ans. Du coup, il va y avoir forcément une dissémination des résultats à la fin, c'est prévu, hein, de chacun des projets auprès des publics cibles, etc. Mais est-ce qu'il est potentiellement prévu dans le cadre d'une co-construction et d'une recherche un petit peu participative telle qu'elle est prônée dans le cadre d'IRISE, d'avoir des points d'étape tout au long des projets qui soient dirigés non pas seulement vers les équipes projets potentielles, mais de manière un peu plus large pour diffuser l'état d'avancement des projets ou pas forcément? Ouais, je peux peut-être commencer, mais très rapidement, pour dire que alors ça sera fait dans le cadre des terrains, c'est aussi une question de la possibilité de répondre sur la question de la réplication, mais nous on va travailler beaucoup en interaction avec des territoires précis. Donc dans ce cadre-là, ce sera peut-être aussi une expérimentation de cette diffusion en cours hein, des résultats. Il y a évidemment l'appui sur le CRESEB qui est aussi une instance voilà, de mise en commun de connaissances et de savoir. Euh, c'est sans doute à la fin, je pense, qu'on envisagera la question de la diffusion plus large, notamment en réfléchissant à la question de la réplication, c'est-à-dire à partir des études par territoire, de voir comment ensuite prendre en compte des situations beaucoup plus, voilà, plus différentes, plus variées. D'accord. Oui, Si pour Anime Water, la diffusion va se faire à travers les trois territoires expérimentaux dont on a parlé. Et puis, ce qu'on souhaite, hein, c'est qu'on puisse avoir plus largement des capacités de déploiement de ce type d'approche, à la fois co-construction, modélisation, avec d'autres territoires. Il y a des projets reliés, je pense naturellement aux projets qu'on réalise depuis longtemps avec le CRESEB. Le CRESEB est clairement pour nous un atout dans cette diffusion des résultats, mais pas simplement dans la diffusion des résultats, qui est un atout dans tout ce qui est construction. Parce que l'idée, c'est que les résultats qu'on va diffuser puissent continuer à être à favoriser une construction commune. Et ça, on voit bien que les questions de ressources en eau, on va travailler dessus, mais elles ne seront pas résolues dans 3 ans. On le sait. Et il y a besoin d'une réelle continuité, d'une réelle appropriation et d'un réel approfondissement de ces questions-là, avec les partenaires, à travers le CRESEB et à travers nos partenaires, nos autres partenaires. Merci.
Solène? Ouais, Oui. je peux répondre peut-être enfin, pour notre projet. En fait, donc, des diffusions de résultats au fur et à mesure, très largement peut-être pas, mais enfin, en tout cas, on n'en a pas discuté, mais auprès des partenaires, oui. Il y aura tout au long du projet des échanges. Notamment, nous, on a une bourse qui est une bourse CIFRE, donc qui est co-encadrée. Enfin, on va avoir dans la direction quelqu'un qui sera investi et qui est de Rennes Métropole. On aura Charlotte Vincent qui va être impliquée. Il ira, l'étudiant, notamment un peu aussi à Rennes Métropole. Il sera un peu basé là-bas. Et puis, on a l'habitude de travailler avec eux. On a des échanges tout le temps sur tout plein de projets. Donc, on les voit de façon formelle, plus ou moins informelle. Par exemple, moi, je suis impliquée dans le conseil local de la biodiversité de la ville de Rennes. Il y a des assemblées générales où on peut, si on veut, proposer, présenter ses projets. Donc, je pense qu'il y aura une présentation de ce projet-là maintenant qu'il est accepté. On présentera. Et puis, on va avoir besoin aussi de l'expertise des gens de la DJB et des gens de Bretagne Vivante quand on va commencer à travailler sur les cartographies, quand on va travailler sur la végétation, parce qu'en fait, ils connaissent le territoire mieux que nous, ils savent quel type de végétation ils ont à quel endroit. Bretagne Vivante a une très grande expertise sur la faune, mais aussi la flore en ville. Donc, du coup, on va avoir besoin de toutes ces compétences et d'avoir des échanges très réguliers, je pense. Alors, à certaines périodes, ce sera plus dense qu'à d'autres, mais on aura peut-être des plages, des moments où on aura moins besoin d'être dans l'échange parce qu'on sera vraiment sur les étudiants ou le postdoc, enfin, ils seront sur le développement vraiment. Mais oui, oui, tout au long du projet, je pense on aura des échanges réguliers sur l'avancement, les orientations à donner, tout ça. Merci beaucoup. Laetitia, tu avais une question peut-être? Oui, bonjour. Bonjour. Laetitia Citeau, conseillère études et ingénierie à Haut-et-Vilaine, à l'unité de gestion Vilaine Ouest. Donc, on est basé à Passé. J'avais une question plus spécifiquement pour le projet Animwater. Dans l'axe impact du changement climatique sur les ressources en eau, en fait, il y a un territoire particulier qui est ciblé dans ce projet-là. Enfin, je pense à HS Canu, en fait. Oui, ce sont effectivement l'ensemble des territoires qui sont d'alimentation de la ville de Rennes, hein, Chescanu, Drin-du-Coglay, aussi du côté Refemel, qui sont ciblés, avec l'idée de voir comment est-ce que les différents territoires vont réagir au changement climatique. Pas tellement un peu point de vue forçage climatique, beaucoup du point de vue structure et dynamique des ressources, avec la claire intention de voir s'il y a un effet différentiel du changement climatique sur les ressources, et une capacité à envisager une, une capacité de cette diversité à résister de façon un peu plus forte au changement climatique. Après, on sait bien que l'ensemble des ressources dans des événements extrêmes seront très impactées. Donc, c'est plutôt pour des événements qui ne sont pas les événements extrêmes, mais qui peuvent être des événements déjà importants et qui pourraient avoir un effet un effet de compensation potentiel entre les différentes ressources. Plus généralement, ce qui nous intéresse, c'est l'impact du changement climatique sur un territoire qui est plus large. Alors, qui nécessairement fera appel à des modèles qui n'ont pas la même qualité, de par la connaissance, l'information, l'observation disponible sur chacun des sites. On est intéressé par l'impact du changement climatique sur une région beaucoup plus large. D'accord. Parce que Haut-et-Vilaine porte des programmes de restauration des milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides, et notamment sur la partie chez Scanu, avec notamment pour objectif d'améliorer le soutien d'étiage des cours d'eau, puisqu'ils alimentent les retenues de la Chaise et du Canu. Et je me disais en fait que ce type effectivement de projet il pourrait nous aider. Parce que vous indiquez que un des objectifs, c'est comment faciliter l'appropriation et la diffusion
des résultats auprès d'un public plus large. Enfin, je pense que cette dimension, elle est vraiment importante sur notamment la notion d'impact du changement climatique sur la ressource en eau. Et ça pourrait aider les acteurs du territoire, donc habitants, agriculteurs, à peut-être mieux comprendre quels pourraient être les impacts de ces changements climatiques sur la ressource en eau. Parce que, par exemple, chez Escanu, on se focalise beaucoup sur la qualité, mais un des grands défis va être la quantité quand même, quoi. Oui, merci pour votre intervention. On réalise actuellement un modèle sur le barrage de la Chaise et le bassin versant concerné avec la collectivité du bassin rennais. Donc, c'est un travail partenarial avec cette intention de pouvoir scénariser l'impact du changement climatique et également cette intention de pouvoir transférer le modèle et les compétences afférentes à la collectivité du bassin rennais, qui sont les acteurs, les premiers acteurs du territoire en termes de ressources en eau et qui naturellement mobilisent l'ensemble des partenaires. C'est une question qu'on traite avec eux, y compris sur la partie diffusion, étant donné que eux sont sur le territoire. Donc on a bien cette intention et je crois que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, que nous ne sommes pas les seuls acteurs. La collectivité du bassin rennais n'est pas le seul acteur. C'est l'ensemble des acteurs du territoire qui sont potentiellement intéressés. Donc, ce sont des choses qu'on discute puis qu'on va continuer à discuter avec la collectivité, avec laquelle d'ailleurs vous êtes peut-être en relation. Oui, oui, on est en relation avec eux, mais du coup, enfin, pour moi, ces modèles qui pourraient être issus de ce projet pourraient vraiment peut-être nous aider aussi dans l'acceptation des actions qu'on propose sur le territoire, en fait. Enfin, je pense qu'il y a un vrai manque de la part de tout le monde, hein, du grand public, des agriculteurs, parce que c'est quand même notre principale cible sur nos actions, sur les changements climatiques et la ressource en eau en quantité. Parce que je pense que... Sur ce point, peut-être, Véronique Van Tilburg, est-ce que Véronique, tu veux rajouter quelque chose? Parce Véronique travaille aussi sur cette partie co-construction, qui a une relation avec la société, et connaît bien le projet, qui a fait partie aussi des membres du consortium. Ben, ce qu'on voit, alors ce qu'on voit pour l'instant, enfin, c'est qu'il y a pas de, il y a quand même un lien assez fort entre la quantité et la qualité, donc il y a pas Oui, oui. de. Donc l'idée, c'est de traiter les deux. Alors après, on va voir selon les territoires, selon les différentes contraintes. Là, pour l'instant, on a fait un petit peu une préfiguration du projet à Lorient Agglomération et, euh, mais bon, il faut qu'on voit en fonction des caractéristiques du projet, quoi. Merci Véronique, merci Jean-René. Je t'arrête là, Laetitia. On a deux questions supplémentaires et après on finira la présentation. Donc, c'est Nolwenn Bougon ou Oui, c'est ça? bonjour Nolwenn Bougon de l'Office français de la biodiversité. Je suis désolée, je mets pas Bonjour. ma caméra, elle est cassée. Bonjour à tous, merci pour les présentations. En fait, je vais aller un peu dans la lignée de ce qu'a dit précédemment, effectivement, Laetitia Citeau, sur l'importance aussi de ne pas hésiter à mettre en place ou à solliciter les collègues de l'Office français de la biodiversité qui sont à la direction régionale de Bretagne. Je pense notamment au projet bon, vis-à-vis des problématiques de gestion quantitative de l'eau et des soutiens d'étiage, effectivement, des cours d'eau, parce que ça, c'est quand même des actions aussi je pense, assez en lien avec ce que peut faire le PTB, mais on a quand même beaucoup de collègues sollicités, en tout cas au niveau des services départementaux sur ces questions-là, et ça peut être des acteurs également hein, associés, en tout cas, je pense, à vos réflexions. Ça peut être intéressant, c'est un autre type d'acteur. Et puis, effectivement, sur les actions aussi portées sur la question du projet bio, alors, je vais essayer bio 3 diversité. Très Voilà, en bien. tout cas, ne pas hésiter. Non, j'étais pas sûre où était placé le 3 dans le projet. En fait, du coup, aussi qui peut être un acteur enfin, à contacter, en tout cas,
effectivement les collègues de la DA Bretagne. Voilà, si vous n'avez pas les contacts, moi je pourrais vous transmettre en fait des contacts, mais voilà, enfin, n'hésitez pas à contacter, et puis même les agences de l'eau. Alors, je pense que là, ce que j'ai vu dans le projet Animateur, il me semble que l'agence de l'eau, alors là, c'était Seine-Normandie qui était impliquée. Voilà, mais peut-être l'agence de l'eau Loire-Bretagne également, en tout cas, sur les collègues qui travaillent sur les questions de gestion quantitative et qualité également. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir aussi ces acteurs. Voilà. Merci pour Merci votre beaucoup. intérêt. Les modèles qu'on développe seront intégrés dans la plateforme AQFR qui est soutenue depuis de longues années par l'OFB également. D'accord, ok. Donc, plutôt en lien avec l'Armagan. Ok, pas de souci. Merci. Et une dernière question, peut-être. Oui, monsieur, madame Blanchet, pardon, je ne sais pas. J'ai un nom, c'est E. Blanchet. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, nous, on ne vous entend pas. Vous n'avez pas. Oui. Vous avez... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Excusez-moi, je n'étais pas sur le bon micro. Et Blanchet, oui, je travaille au syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes d'Armor. Et ma question, c'était avec le projet Animateur, est-ce qu'il y a un lien éventuel avec les travaux de co-construction qu'il y a sur les études hydrologie, milieu, usage, climat qui sont faits portés par les différents sages, au moins sur le stage Loire-Bretagne, on va dire? Oui, on peut tout à fait imaginer une relation. On travaille avec nombre de partenaires sur des questions d'évolution de la ressource par rapport au changement climatique. C'est un projet qui est mené avec le CRECEB depuis plusieurs années et sur lequel on a plus de territoire, avec des approches qui sont plus simples que la modélisation que j'ai présentée. Et ça pourrait tout à fait être une perspective de généraliser le déploiement des approches qu'on est en train de développer à des territoires plus larges. C'est quelque chose qui nous intéresserait bien et puis qui rencontre, j'entends, un intérêt aussi de votre côté. Ok, je vous remercie. Donc, je vous propose d'arrêter les questions là. Alors, Véronique Jorvenal, vous avez un défi. Il vous reste 6 minutes pour finir de présenter le prochain, donc le Hub Sciences Société et le prochain appel à projet. Je vous laisse la main du coup. Donc, on va aller à l'essentiel. Donc là, on va focaliser sur l'axe 1 que j'ai présenté tout à l'heure par rapport aux deux autres axes. Donc l'axe 1 a deux grandes directions, deux grandes orientations. Première grande orientation, donc vous le voyez, c'est indiqué sur la slide, hein, promouvoir les processus de co-construction entre chercheurs et société civile, entreprise. Donc l'objectif ici, c'est de soutenir, d'accompagner. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur l'accompagnement, mais c'est surtout ça, d'accompagner les projets. Voilà, parce que faire des recherches avec et pour la société, bah ça, quand on l'a jamais fait pour un chercheur, ça s'invente pas. Quand on va mobiliser des nouveaux acteurs qui n'ont jamais travaillé avec des chercheurs, bah, il y a aussi des ajustements, des tâtonnements à faire. Donc, le premier objectif de cet axe, hein, c'est de faire tout ce travail d'accompagnement préalable donc, entre les chercheurs et la société civile, les entreprises et les associations, etc. Le deuxième axe de travail, c'est de favoriser, donc on est là sur la médiation scientifique, hein, c'est sur la diffusion de connaissances, la dissémination de connaissances. Donc pour essayer en fait d'ouvrir ces recherches co-construites à un plus large public. Donc pour ce deuxième axe, un des points de travail importants pour nous, c'est d'essayer d'introduire la production artistique, hein, d'introduire la production, enfin, tous les arts, donc pour essayer d'ouvrir ces connaissances à un plus large public. Donc là, les actions que vous voyez, hein, je ne vais pas les reprendre, les différentes actions qu'on est en train d'initier, qu'on va initier. Donc les initiatives qu'on a prises en 2024, qui nous concernent plus. Donc bien, d'abord, vous avez vu qu'il y a 3 projets qui ont été sélectionnés, 5 qui sont pour l'instant en train d'être retravaillés.
Et du coup, ben, un de nos tâches cette année, ça va être d'accompagner ces projets qui doivent être un petit peu retravaillés, en particulier sur les dimensions de sciences participatives. Donc de les accompagner, hein, pour renforcer cet aspect-là. Et pour ça, donc, on est actuellement en phase de recrutement de 3 ingénieurs qui permettent de 3 ingénieurs spécialisés sur les sciences participatives, donc qui vont permettre d'avancer sur cet accompagnement. Et nous sommes, le dernier point qui nous occupe beaucoup en ce moment, hein, c'est l'organisation des premiers événements IRIS. Donc à l'automne 2024, hein, il y a un événement IRIS qui va être organisé, sans doute, enfin pas sans doute, hein, mais le dernier week-end du mois de septembre, autour en particulier, hein, de cette co-construction des savoirs. Donc on vous informera un peu plus dès qu'on aura des éléments plus précis à vous donner. Donc vous avez ici la composition du groupe de travail. Donc on est 2 coordinateurs, hein. Il y a Luc Aquilina donc en hydrologie et moi-même en sociologie. Et puis, nous sommes, voilà, il y a tout un groupe de travail qui participe à travailler, à réfléchir sur cette articulation entre sciences et société. Donc, ce groupe de travail est composé à la fois de chercheurs habitués, déjà rompus à cette dimension des sciences participatives, mais c'est aussi animé par des spécialistes de la médiation scientifique ou de la médiation culturelle. Donc, vous avez Lodi Baron, mais il y a Agathe Otavi, hein, qui est la directrice de Cuesta. Il y a Gwenella Brier, qui est voilà, Gwenella Drier, qui est de l'Hôtel Pasteur. Hein, voilà, on a tout un tas de structures, on a inclus tout un tas de structures qui travaillent déjà sur la médiation scientifique pour aller vite. Enfin, dernière diapo, donc c'est voilà, c'est un focus plus particulier sur l'accompagnement de projet. Donc, on vous l'a dit, il s'agit de financer une recherche participative qui vise à une transformation autour de la transition écologique, ce qui veut dire que il y a tout un tas d'acteurs et de chercheurs qui n'ont pas ces compétences-là. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner des projets de recherche pour qui puissent relever l'ensemble de ces enjeux. Donc, il y a une équipe, hein, derrière, qui a été constituée autour d'IRISE, qui permet d'accumuler un petit peu des compétences en co-construction, des compétences en interdisciplinarité, des compétences en dissémination et en transformation. Donc là, donc on a déjà recruté l'ingénieur de co-construction, donc on est en train de recruter les 3 autres ingénieurs, un designer de service, médiation scientifique et l'animation de dispositifs, ce qui va nous permettre, hein, d'avoir des compétences pour aussi répondre aux enjeux des programmes scientifiques, hein, voilà, pour pouvoir mieux accompagner ces programmes scientifiques. Voilà, je m'arrête là, je crois, et je repasse la parole à Jean-Anal. Non, parce qu'il est parti, parce qu'il a une autre réunion. Donc, en fait, c'était juste peut-être pour dire qu'il y a un deuxième appel à projet qui va être lancé en automne 2024, avec un dépôt de projet en printemps 2025 et des résultats de cet appel à projet avec les projets retenus, donc en décembre 2025. Juste une petite précision, IRISE va organiser des webinaires, des séminaires, des conférences, etc., autour de ces enjeux de la co-construction, de la dissémination, de la transformation, de la transition, etc., pour que les acteurs de la société civile, les entreprises, etc., et les chercheurs puissent comprendre un petit peu les enjeux des programmes de recherche que l'on souhaite financer, qui seront financés par IRISE. Il peut être intéressant aussi, par rapport aux questions qu'on a eues aujourd'hui pour la société civile au sens large, de contacter potentiellement aussi les équipes RSE pour, sur des sujets particuliers, être mis en lien avec des équipes de recherche qui pourraient être intéressées par ces questions-là et les préparer avant cette deuxième appel à projet pour pouvoir rentrer potentiellement dans le cadre qui est défini dans IRISE pour les projets qui pourraient être retenus. Ça peut être aussi une mise en relation, en tout cas l'équipe RSE peut mettre en relation les différents acteurs dans ce sens-là. Donc,
il n'y a pas forcément de mains qui se sont levées pendant la suite de ta présentation, donc on va en rester là parce qu'on est déjà arrivé au bout de notre heure dédiée donc à ce projet-là. Bah, je vous remercie tout de suite tous là, porteurs de projet et Véronique, coordinateur du projet IRISE, d'avoir présenté vos futurs travaux. Bon courage à vous tous pour ces futurs travaux justement et bonne route à ces projets. En ce qui concerne le CRECEB, donc le webinaire là est enregistré et sera disponible ainsi que la présentation sur le site du CRECEB. Notre prochain rendez-vous, c'est le 5 avril sur un projet autour de la restauration des milieux aquatiques qui a été mené dans le Morbihan. Donc, on aura une présentation des résultats de ce projet-là. Voilà, je vous souhaite donc du coup à tous, déjà merci d'avoir participé également. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis une bonne journée de l'eau, puisque nous sommes la journée mondiale de l'eau aujourd'hui, donc on le rappelle. Et un très bon week-end à tous en tout cas. Merci pour votre participation.